Bonjour à tous, je suis ultra contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode du Backpacker, avec qui plus est 2 invités extra. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je laisse planer le suspense encore quelques minutes. Pour rappel, le Backpacker, c'est une émission qu'on a lancée pour promouvoir l'entrepreneuriat et inspirer des jeunes, des futurs entrepreneurs. C'est une série de 9 épisodes. Le mois dernier, on recevait les CEO de Back Market et Lucas pour nous parler de tout ce qui était lié au sujet autour de la levée de fonds, ou non d'ailleurs, toute la partie bootstrap. L'objectif au travers de chaque épisode, c'est de ressortir avec des tips activables pour notre audience. Mes invités d'aujourd'hui vont vous partager leur vécu au travers de la thématique que je vais vous annoncer dans quelques secondes. Rappel, nous sommes sur Twitch. Twitch, c'est la communauté avant tout. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Je serai ravie de les poser à mes invités. Avant de les présenter, dernière passe. WeVoo, le backpacker, quel est le lien? Chez WeVoo, nous sommes et nous avons une communauté de passionnés de produits, de product management. On a d'ailleurs la conviction depuis nos premiers jours qu'une des évolutions des product managers, c'est de monter leur boîte, de devenir un jour les CEO, non plus d'un seul produit, mais d'une boîte. Nous avons lancé notre Startup Studio il y a quelques semaines, et cette émission était le parfait moyen de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Épisode numéro 3, aujourd'hui on va parler de 2 sujets, comment bien s'entourer quand on monte sa boîte et la place des femmes dans la tech. On a du coup, je vous le disais, 2 invités, Céline Lazorte et Clara Chapaz. Bienvenue mesdames. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Impeccable. On est super content de vous recevoir aujourd'hui parce que l'idée c'était aussi au travers des différents sujets de confronter et d'avoir en tout cas des points de vue différents. Céline, toi, au travers de ton parcours de serial entrepreneuse, fondatrice de Litchi, de MangoPay et de résilience plus récemment, tu nous en reparleras et je te laisserai te présenter juste après en quelques minutes. Clara, tu as un parcours également incroyable en start-up, en scale-up, et puis depuis quelques mois en tant que présidente de la mission French Tech. Voilà, donc votre avis nous intéresse énormément. Avant de vous laisser vous présenter, j'ai une petite question à vous poser. Aujourd'hui, c'est ma première sur cette émission. À quand remonte justement vous la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? J'espère que je ne vous prends pas trop de cours. Moi, je dirais que c'est cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec résilience et que c'est comme une première fois. Et je pense que quand on réentreprend et quand on entreprend, il faut prendre la ligne de départ, se remonter les manches et puis c'est reparti, quoi. Très bien, mais effectivement, c'est une très belle première fois. Et je vais m'inspirer, du coup, je vais prendre ce choix de rentrer à la mission French Tech, on y reviendra. Ouais. Mes premières fois dans le service public, c'est un grand pas. Ouais. Et, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à partager sur ce sujet. Super, hâte d'en savoir plus. Et effectivement, c'est des beaucoup plus grosses premières fois que la mienne aujourd'hui. Merci pour votre partage. Je vais vous laisser peut-être chacune vous présenter un petit pitch rapide sur justement vos parcours, qui vous êtes, qui souhaite démarrer. Je laisse peut-être Céline. Allez, c'est parti. Ravie d'être là, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Céline Lazorte, j'ai 39 ans, je suis entrepreneur. J'ai fait ça depuis presque toujours puisque j'ai créé ma première boîte à la sortie de mes études, t'en as parlé, Litchi. Voilà, donc c'était 2008-2009, il y a déjà quelques années. Et puis ensuite une deuxième boîte, MangoPay, dans la continuité, donc solution de paiement pour les marketplaces, que j'ai revendu les 2 activités au groupe Crédit Mutuel Arkea en 2015 et je suis restée à leur côté jusqu'à 2019. Voilà, et ensuite pendant 2 ans, j'ai profité à fond de la vie. J'ai eu un petit garçon, je me suis beaucoup investie d'un point de vue
associatif, en tout cas pour des causes qui me tenaient très à cœur, Sista, donc essayer de faire émerger des leaders diversifiés au reflet de la société civile, donc des femmes, des moins jeunes, des gens issus de la diversité, voilà, parce que entreprendre, c'est créer le monde de demain. Voilà, beaucoup sur le sujet du congé paternité, qui m'a tenu très à cœur avec ce projet de loi qui est maintenant une réalité, c'est que on a un congé paternité un peu plus logique de maintenant 4 semaines. La prochaine étape, ce serait peut-être 10 pour les deuxièmes parents. Et puis, voilà. Et puis j'avais aussi participé à la création du collectif Protège ton soignant pendant la première vague de la crise sanitaire. Okay. Donc pour aider les hôpitaux et établissements de santé à passer cette vague, je ne sais même pas si c'est le terme, cette catastrophe, et donc les aider avec du matériel médical. Donc voilà, donc entrepreneur, activiste et puis investisseur. J'ai investi dans plus d'une 40aine de startups. Conto, Frishti, Le Slip Français, Yuka, pas mal de boîtes dans la santé aussi plus récemment. Et voilà, et pour finir peut-être, on va dire le panorama, je suis aussi board member, donc administratrice à la SNCF et chez Iliad, donc la maison mère du groupe Free. Okay. Mais at heart, je suis entrepreneur. Waouh! Quel parcours. Non, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que c'est un super résumé. Et puis on va te découvrir tout au long de l'interview. Mais merci pour ce condensé de présentation qui est court versus tout ce que tu as pu accomplir. Clara, je te laisse la parole maintenant. Enchantée, Clara. J'ai aussi débuté plutôt par un parcours entrepreneurial. J'ai travaillé dans différentes startups dans le monde entier. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'animait à la sortie de mes études. J'avais envie de sortir de France et de voir qu'est-ce qui se passait dans l'entrepreneuriat. D'abord en Asie du Sud-Est où j'ai passé 5 ans au sein de diverses startups. Puis aux États-Unis où j'ai eu l'occasion de fonder ma propre start-up avec une amie d'école, parce que j'avais la chance d'avoir refait des études, ce que je conseille souvent quand on me demande dans les dernières années qu'est-ce que j'ai le plus aimé faire. Étudier, ça fait partie des choses, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, je crois que tu aimes bien aussi apprendre, des choses vraiment fondamentales qui ont nourri ma curiosité tout au long de ces années. Et j'étais ensuite au Royaume-Uni. Je suis rentrée en France pour rejoindre Vestiaire Collective, donc qui est plutôt une scale-up, qui est une marketplace qui met en relation des vendeurs et des acheteurs sur tout ce qui est produit d'occasion, de mode et de luxe. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, il y a 3 ans et demi, avec un peu cette idée que tout au long de mes découvertes entrepreneuriales partout à l'étranger, il y avait un fil rouge qui créait peut-être une petite musique un peu frustrante que les Français, notamment entrepreneurs que j'avais pu rencontrer dans le cadre de mes expériences, disaient « Ah, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait en France. » Et je pense que c'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et donc quand on m'a proposé l'opportunité de la mission French Tech, plutôt quand j'ai postulé et que j'ai reçu la réponse que j'étais prise pour la mission French Tech, c'est vraiment ce qui m'a animée, c'est de pouvoir contribuer non pas au succès d'une seule boîte, mais au succès de tout l'écosystème, parce que oui, cet écosystème a énormément grandi. Je pense qu'il y a énormément de témoins qui passent sur cette émission pour en témoigner bien mieux que moi, et pouvoir les accompagner tous ensemble via l'administration, donc via le secteur public. C'est un grand défi, pour moi en tout cas, parce que j'ai vraiment du privé, mais que je prends avec énormément d'humilité, et ça me permet aussi de réconcilier un parcours familial où il y a à la fois des entrepreneurs et beaucoup de personnes qui sont investies dans le service public, notamment des profs dans ma famille, donc de rassembler ces deux mondes, c'était vraiment quelque chose d'unique, je pense, que je pouvais faire aujourd'hui. Super. Je crois que vous avez quand même pas mal de points communs aujourd'hui, en tout cas dans vos aventures actuelles. Effectivement, on en parlait juste avant de démarrer cette émission sur l'envie de faire quelque chose peut-être de plus grand que soi, de réconciliation avec des origines familiales, que ce soit Céline au travers de Résilience et toi Clara aujourd'hui via la mission French Tech. Merci pour vos présentations. On va sauter les deux pieds joints dans le premier sujet, du coup, comment bien s'entourer quand on lance sa boîte, et puis tout au long de l'aventure entrepreneuriale. C'est vrai que l'entourage, je pense que c'est un point crucial finalement dans la réussite de toute initiative, l'entreprise, mais sa vie aussi, hein, c'est clé. Plusieurs axes, on peut penser, quand on pense entourage, forcément ses associés, ses mentors, ses partenaires,
des structures externes qui sont là pour soutenir, l'interne bien sûr, avec les collaborateurs qui vont faire la force également d'une entreprise, et puis bien sûr le perso, ses amis, sa famille. Donc on a pas mal de questions à vous poser. Je vais démarrer avec une question pour toi Céline. Du coup tu nous disais en 2009, donc tu as fondé Litchi, Mangopay, tu avais 27 ans, si je ne me trompe 26, pas. ouais. 26 ans. Oui, 26, 27, ouais. Seule, pour le coup, Ouais. sans associé. La question qui nous est posée, en tout cas par notre audience, par le chat, c'est est-ce que c'était choisi d'aller monter cette aventure seule ou pas? Pas du tout. Alors, j'ai beaucoup souffert de la solitude de l'entrepreneur. Et en fait, quand j'étais en école, j'ai un peu le même parcours que toi, Clara, parce que moi, j'ai repris mes études et j'ai fait un master spécialisé en école de commerce. Avant, j'avais fait des études plutôt techniques. Moi, j'ai demandé à tous les gens de ma promo s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait bien s'associer avec moi. Sachant que moi, j'avais plutôt un background ingé, des connaissances techniques, etc. Donc, c'était plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui venait de l'école de commerce. Et personne ne voulait s'associer avec moi. Et puis, je suis rentrée à l'incubateur d'HEC. Et je me souviens d'ailleurs que le patron de l'incubateur d'HEC, un jour, m'a dit, mais en fait, arrête d'essayer de chercher quelqu'un avec qui t'associer. Tu as toutes les compétences pour monter cette boîte. Et puis, tu verras bien le long du chemin. Et voilà. Et après, j'ai associé pas mal de mes collaborateurs. J'ai mon meilleur ami d'enfance, Romain, qui m'a rejoint quelques années après et qui aujourd'hui, d'ailleurs, est le CEO de Mangopay. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé une autre forme d'association. Mais j'ai beaucoup souffert de la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager les joies et les peines. Et donc, c'était assez dur pour moi. Et ma condition sine qua non pour entreprendre, c'était de le faire en vrai partnership. Et c'est pour ça qu'avec Jonathan, on est cofondateur, co-CEO, ce qui est un choix assez original quand on imagine deux entrepreneurs qui ont techniquement déjà réussi est-ce que vos égos vont s'associer et vont supporter ça. Et franchement, c'est la plus grande chance de ma vie et je le vis comme une source d'épanouissement et d'apprentissage énorme. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, et notamment cette part. Enfin, co-CEO, c'est assez rare. En général, de plus en plus, il y en a maintenant. Ouais. Non, c'est vrai. Non, tu as raison, de plus en plus, mais souvent quand il y a plusieurs associés, un CEO, et puis ensuite des personnes qui vont occuper les fonctions, vous, ça s'est fait assez naturellement, du coup, j'imagine, avec Jonathan. Alors c'est assez rigolo parce qu'on a une discussion comme ça. Je pense qu'il y a des moments de vie comme ça dont on se souvient fortement, assez fondatrice. Un soir, on est allés dîner tous les deux, puis on a pas mal marché. Et sur le long du chemin, je lui dis, mais tu sais, moi, ça m'est égal d'être CEO. Si tu veux être CEO, tu peux l'être. Et il m'a dit, ah non, mais en fait, si on le fait ensemble, on sera co-CEO. Je lui ai dit, ah ok, si tu veux. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Moi, j'avoue que j'étais pas hyper attachée au titre. Et il m'a dit, non, mais en fait, c'est non négociable, on sera co-CEO ensemble. Et c'est vrai que souvent, la question nous revient de qui décide à la fin. À chaque fois, on peut se répondre de la même réponse, nous. Voilà. Ensemble. Nous sommes un dirigeant à deux, mais il y a de plus en plus d'équipes dirigeantes. Enfin, voilà, on représente une entité, l'entreprise à deux. Ouais. Ok, non, mais super intéressant. Et autre question du coup, dans le prolongement peut-être pour toi, Clara, via la mission French Tech, vous accompagnez du coup énormément d'entrepreneurs. Peut-être le ratio de personnes justement qui montent leur boîte seule versus des équipes. J'allais dire, pardon, je trouve que le témoignage de Céline est hyper important parce que on a toujours un peu cette appréhension de si je veux lancer une boîte, il faut que je coche toutes les cases du manuel, du parfait entrepreneur, fondateur. Donc, il me faut un co-founder. Si moi, j'ai fait du commerce, ça serait peut-être bien qu'il soit technique. Et puis, si je suis une fille, peut-être qu'il faut que ça soit un homme. Et il faudrait qu'il ait telle expérience. Et en fait, je pense qu'il y a autant... aujourd'hui, avec la place que j'ai dans l'écosystème, je rencontre énormément d'entrepreneurs. Et il y a autant d'histoires qu'il y a d'humains, finalement, derrière. Et je pense pas qu'on peut affirmer avec certitude si on n'a pas tel setup de base, l'entreprise va rater. Ça dépend des histoires de chacun, ça dépend du moment, ça dépend aussi, comme le disait Céline, je pense, de sa capacité de s'entourer dans la continuité, parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes personnes au début que dans les étapes d'après. Bien sûr. Donc je mettrai pas la pression aux personnes qui veulent se lancer de trouver ce mouton à 5 pattes avec qui ils vont pouvoir faire ça, qui correspond à toutes les cases.
Je pense que c'est une question qui revient à chacun d'évaluer. Et aujourd'hui, on a en effet de plus en plus de co-CEO. Alors qu'il y a peu de temps, les VC avaient tendance à dire co-CEO, red flag, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la conversation. Et s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ça, mais comment ils vont monter une boîte ensemble? Je pense qu'il y a de plus en plus de modèles. Je pense aussi à Pigment, où ils sont co-CEO avec Eleonore, où on voit que ça fonctionne et que vraiment, je pense que tu témoigneras mieux que moi, mais les cofondateurs arrivent à prendre les décisions ensemble et c'est une vraie force. Il y a même des boîtes qui ont, quand j'étais aux États-Unis, Warby Parker, qui est la boîte qui fait des lunettes, une brand D2C de lunettes qui a explosé, qui est rentrée en bourse, etc. Ils étaient 6 cofondateurs et 6 co-CEO. Ah bon? Avec une ventilation départ. Pendant assez longtemps, oui, okay. Tous égaux. Donc alors là, autant vous dire que la première anecdote qu'il racontait, c'est au début, personne n'y croyait. Donc voilà, il y a tous les modèles et je pense qu'on est sorti... le plus l'écosystème mature, le plus il y a de la place aussi pour cette diversité. Ok, ouais, donc finalement, comme vous dites, qu'on soit seul ou en équipe, il n'y a pas de règle, ça peut fonctionner. Et ce qui est top, parce que comme tu le disais justement, on entend très souvent parler plutôt du 49-51, même quand on est deux, et pas effectivement le 50-50, mais tant mieux si ça bouge. Après, je pense que c'est exactement ce que tu disais, Céline, l'important c'est d'avoir ces discussions avant. Et de ne pas se retrouver quand le projet a déjà pris à se rendre compte qu'en fait on n'était pas forcément d'accord. Ça reste, la mésentente entre les cofondateurs reste la première cause de failure d'une startup. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces conversations, de voir que tout le monde est bien à l'aise. C'est la question que j'allais vous poser peut-être à toutes les deux. S'il y a des points de vigilance, peut-être des choses que vous avez... de par vos expériences de vie, en tout cas, des écueils, en tout cas, voilà, sur lesquels peut-être vous auriez des conseils à donner, des choses que vous souhaiteriez partager sur cette partie association, justement. Il y a effectivement un truc qui me semble assez évident, c'est une répartition extrêmement claire des responsabilités, de l'organigramme, du périmètre d'intervention, et c'est vrai pour les co-CEO ou les cofondateurs ou l'équipe de dirigeante. Parce qu'il faut qu'en interne comme en externe, on sache vers qui se tourner et qui est décisionnaire. Et c'est vrai que nous, on a fait beaucoup le travail de formaliser quelles étaient nos responsabilités respectives avec Jonathan et qui reportait à qui dans l'entreprise. Et voilà, et en fait, on a un organigramme, on présente de façon très claire les fonctions qu'on représente et l'un et l'autre. Et je pense que ça, de façon générale, moi, je l'ai vu un petit peu avec ma casquette d'investisseur, c'est de... on ne peut pas être bon partout. Et par exemple, je prends le mien parce qu'on le connaît bien, mais Jonathan, c'est un extraordinaire commercial. Moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Je ne pense pas que je sois nulle, mais ce n'est pas mon champ naturel de compétences, etc. Et du coup, c'est génial parce que cette partie-là, elle repose sur lui. Et par contre, moi, j'adore tout ce qui est produit, R&D, faire des deep dives à les équipes tech, ça me passionne. Et donc, ça, c'est plutôt ma responsabilité. Et en fait, je pense que c'est ça, il faut être complémentaire et il faut s'appuyer sur les forces de chacun. Et ça veut dire aussi avoir l'ego qui permet de dire, en fait, ça, c'est moins ma compétence, donc ça, c'est plus ta responsabilité et être d'accord avec ça. Mais donc, voilà, la complémentarité, je pense que c'est la meilleure façon de dire 1 + 1 = 3. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Je pense que nous, on n'a jamais été aussi bons ensemble, quoi, parce qu'on est plus fort et plus on est hyper complémentaires, et donc ça s'appuie sur les forces de l'un et de l'autre, puisque chaque être humain, il a forcément des écueils, des faiblesses ou des choses de lesquelles il est moins à l'aise. Et on est bon sur ce qu'on aime aussi. Aussi, c'est vrai. Et peut-être pour compléter, je pense que ce qu'on voit de plus en plus dans l'écosystème French Tech, c'est aussi peut-être cette capacité à prendre du recul sur soi-même, un peu ce que tu disais, Céline, de mieux comprendre ses forces et ses faiblesses, et parfois même d'arriver à se dire, ce poste que j'ai occupé et qui est un poste d'autant plus compliqué quand on a été fondateur de son entreprise et dirigeant de son entreprise, peut-être que dans la prochaine étape de croissance, je suis plus la meilleure personne pour le porter. Et donc on a un certain nombre maintenant des boîtes du Next 40, French Tech 120, qui sont les boîtes les plus avancées dans l'écosystème d'un point de vue purement économique, donc hyper croissance, levée de fonds. Donc c'est une façon de représenter l'écosystème, c'est pas du tout la seule, mais il y en a quand même un certain nombre où on a vu des nouveaux dirigeants arriver et réinsuffler une dynamique dans l'entreprise. C'est peut-être aussi quelque chose que tu as vécu au moment où tu as vendu
tes entreprises présentes. Tu disais que ton ami est maintenant CEO de MangoPay. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie humilité qui est assez importante. Bon, alors sur le CEO, c'est d'autant plus quelque chose d'assez critique, mais ça peut arriver dans tous les postes. Et garder ce dialogue et garder cette capacité à comprendre où on en est, nous, en tant que personne, et qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce dont la boîte a besoin. Je pense que c'est fondamental parce qu'on est sur un écosystème qui va de plus en plus loin, a de plus en plus d'ambition, et forcément, il ne faut pas toujours la même personne pour passer d'une boîte de 0 à 10 millions de revenus que de 10 millions à 300 millions. Complètement, et c'est une question justement qu'on nous remonte en lien avec ce que vous venez de nous dire toutes les deux. C'est effectivement entre l'étape où je monte ma boîte, donc ok... je fais grandir ma boîte, finalement je suis bâtisseur de mon entreprise, je passe les steps 10, 50, 100, 150 et peut-être plus. Effectivement, il y a un moment, je n'ai peut-être plus en tant que CEO, cofondateur, toutes les compétences, et c'est normal, on est humain. Peut-être vos expériences perso ou des boîtes que vous accompagnez, est-ce que les CEO l'acceptent quand même, ont conscience à un moment qu'il faut recruter des gens meilleurs que soi, qu'il faut s'entourer, je ne sais pas si vous avez des choses à nous partager là-dessus. Je pense que c'est intéressant aussi. C'est la base d'une entreprise qui réussit, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. C'est une énorme source d'apprentissage d'abord, et puis ça permet de mieux performer et ça permet d'aller plus loin. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une aventure qu'on a pu créer, elle nous dépasse en fait. Donc oui, ça demande un peu d'humilité, et peut-être que c'est 90% des gens qui sont comme ça et pas 100%, mais de façon générale, je crois que il y a l'intelligence de se dire à un moment donné, si c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre, et ça peut être à une autre place. Par exemple, Iliad, c'est un bon exemple, fondé par Xavier Niel. Il n'est pas le CEO d'Iliad. Okay. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas Reynaud qui est CEO d'Iliad, et Xavier Niel, je ne sais plus quel est son poste officiel, mais je crois que c'est directeur de la stratégie ou quelque chose comme ça, et il préside le board. Mais donc voilà, donc il y a d'autres modèles, et c'est une vraie compétence, la compétence de dirigeant, et c'est pas du tout la même chose de diriger une boîte de 0, 150 ou 1000 ou 10 000 salariés. Et donc, puis il y a des moments de vie où on a envie et d'autres non. Donc je pense qu'il faut toujours se poser la question de l'alignement. Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, et ce qui je suis, et puis évidemment s'entourer des gens les plus compétents possibles et 1000 fois meilleurs que soi, et il ne faut pas avoir peur d'apprendre, et au contraire, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, donc le reste, c'est que du bonus à prendre, quoi. Complètement. Je ne sais pas, Clara, si tu voulais rajouter... Je suis complètement alignée, et d'ailleurs c'est quelque chose que je vis d'autant plus dans mon poste actuel. Donc quand on fait un grand écart comme ça, qu'on passe d'un monde qu'on commence à connaître plutôt bien, start-up, les mêmes façons de travailler, de penser, quand même, qui se ressemblent d'une start-up à une autre, au domaine du public, ça a été une de mes plus grandes appréhensions. Est-ce que je vais réussir à m'entourer de talents qui, eux, savent tout ce que je ne sais pas sur le domaine public, parce que si ça, j'y arrive pas, ça va pas être un succès, c'est certain. Alors j'ai la chance d'avoir une équipe qui était déjà là, avec un grand nombre de personnes très mobilisées sur les sujets et experts des domaines que moi je connais pas, et donc aujourd'hui c'est une énorme source de richesse dans mon apprentissage de ce nouveau poste. Mais c'est vrai que ça a été très critique de me dire comment est-ce qu'on va créer cette complémentarité, parce qu'autant tout l'écosystème et la partie relation avec l'écosystème, ça je pense que je peux l'apporter, autant la compréhension des différents enjeux de l'État, des différentes pistes pour faire avancer les choses, j'ai eu besoin de pas mal de ressources et d'aide. Bon, top. Merci pour votre retour là-dessus. J'ai une question qui pop. Céline, pour toi, au sujet de résilience. Résilience, alors, ce qui est une health tech, tu nous en as parlé rapidement tout à l'heure lors du pitch. Nécessité, alors dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale, il faut une équipe de qualité, effectivement, comme vous le dites, il faut qu'on s'entoure hyper bien. Là, pour le coup, on est sur un sujet médical hyper pointu, un sujet de haut vol. Comment vous avez fait avec Jonathan justement pour vous constituer cette équipe d'experts de conseils scientifiques, voilà, si tu peux...
On a eu la chance, c'est vrai, de rencontrer au début de notre réflexion l'Institut Gustave Roussy, qui est le 5e centre de recherche mondial en cancérologie, le premier européen. Et ça nous a semblé être une évidence que de cofonder l'entreprise avec eux. Donc on est sur un modèle un peu particulier, puisqu'on a cofondé l'entreprise avec un acteur public. Et évidemment, l'excellence médicale, elle est représentée par Gustave Roussy. Et donc la stratégie médicale de résilience, elle est portée en collaboration très forte avec Gustave Roussy, parce que nous, on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur, et ça ne changera pas la donne que d'avoir 1, 2, 3 oncologues en interne. La chance d'être associé avec Gustave Roussy, c'est qu'on a le plus grand centre et le meilleur recherche à disposition, et donc on a une large équipe de chercheurs sur des thématiques différentes qui nous aident au quotidien. Et ça, je pense que c'était le premier pas, c'était celui-là qui était fondateur. Après, c'est vrai qu'on a constitué le conseil scientifique, notamment on a 7 chercheurs au sein du conseil scientifique de renommée internationale. Par exemple, on a Ethan Bach qui est le père de la télésurveillance. Donc la télésurveillance, c'est ce qu'on fait avec Résilience. C'est des patients qui sont suivis à domicile et qui remplissent dans l'application Résilience leurs signes vitaux ou toxicité de traitement pour qu'elles soient analysées par Résilience et remontées à l'équipe médicale. Et donc Ethan Bach, c'est lui qui a inventé la télésurveillance pour le Sloan Kettering notamment à New York. Et donc il a accepté de rejoindre le conseil scientifique de Résilience. Et voilà, et on a constitué comme ça. Je dirais presque qu'il y a un côté fake it till you make it. C'est-à-dire qu'au début, on a eu la chance un peu presque par hasard, je dirais, que Gustave Roussy ait envie de s'associer avec nous. Alors, comme on avait déjà entrepris, c'est vrai que ça a probablement mis un petit label, mais après, du coup, comme on avait Gustave Roussy, c'était beaucoup plus facile d'aller chercher les autres scientifiques. Comme on avait les autres scientifiques, on a pu plus facilement recruter. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Ouais. Donc, il faut sûrement s'essorer un peu, aller chercher le premier, que ce soit partenaire, collaborateur, cofondateur. Et après, ça devient un cercle vertueux extraordinaire. Je pense par exemple à Julie qui fait partie de l'équipe Product Management de Résilience, qui est hyper connue dans le secteur de la santé pour notamment avoir amené en France les technologies FHIR, donc qui sont utilisées souvent dans les boîtes Health Tech. Et du coup, tout le monde nous dit « Waouh, Julie Dumont, elle est chez vous ». Et c'est vrai que du coup, voilà, ça amène aussi d'autres candidatures de personnes qui ont envie de travailler avec elle, etc. Donc c'est ça qui est génial. Non, comme tu dis, c'est les premiers souvent à convaincre qui peuvent être les plus compliqués, puis ensuite, en règle générale, la pompe s'amorce. La pompe s'amorce, exactement. Et autre question, là peut-être... alors merci Céline pour ta réponse déjà, je pense que ça répond super bien à la personne qui nous l'a posée. La question qui s'adresse à toutes les deux, qui est sur les partenaires plutôt d'ordre financier, pour des boîtes qui vont lever des fonds. Comment on choisit ses investisseurs, comment s'entourer des bons investisseurs, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez eux. Alors j'imagine que ça dépend des types de boîtes, mais si vous avez... je te laisse. Moi, peut-être de par les expériences passées que j'ai vécues du coup plutôt côté entrepreneuriat, je pense que ce qui a été toujours très important, c'est de ne pas seulement penser à on a besoin de temps, donc on va lever avec qui se présente, mais vraiment d'essayer de construire un peu finalement comme quand on construit son équipe, une vision un peu plus développée et plus stratégique d'avec qui avec qui on veut s'associer, même si c'est à un niveau simplement monétaire et financier, parce que finalement ces investisseurs vont avoir une influence qui est plus ou moins forte en fonction de la place que laisse le CEO aussi aux interactions avec le board, mais qui vont pouvoir influencer, soutenir la boîte dans un sens ou dans un autre. Et l'exemple peut-être le plus frappant que j'ai vécu dans ma carrière plutôt côté entrepreneuriat, c'est l'arrivée d'un grand groupe au capital de Vestiaire Collective, donc qui était Kering, donc un groupe complètement dans l'activité de ce que faisait la boîte. Et jusqu'ici, on avait plutôt des VC traditionnels, généralistes, tech. Et en fait, cette complémentarité, on y revient, mais entre des acteurs du VC très tech, qui comprennent complètement le business model marketplace, qui sont capables qui ont déjà vu je ne sais combien d'histoires assez similaires, surtout qu'il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers qu'on était aussi allés chercher pour ça, avec un acteur beaucoup plus traditionnel comme Kering, qui lui va apporter des centaines d'années d'expertise sur la marque, qui est un domaine très important pour une activité comme celle de Vestiaire, était assez formidable à vivre en board en tout cas, parce que point de vue extrêmement différent sur les problématiques, et il y a une vraie richesse qui peut en découler. Et je pense que c'est quelque chose, on en reparlera peut-être dans le deuxième sujet autour de la mixité, de la diversité, de la parité, mais que dont les entrepreneurs prennent de plus en plus conscience, utiliser son board comme des personnes qui vont finalement être autant investies dans le succès de l'entreprise d'un point de vue vraiment réflexion stratégique que juste financière, et du coup pouvoir placer des perspectives différentes. Je pense que c'est extrêmement intéressant.
et ça permet aux boîtes de pouvoir aller de l'avant. Et donc dans les entrepreneurs qu'on rencontre aujourd'hui dans le cadre de la mission French Tech, il y en a un certain nombre qui utilisent notamment des board members indépendants pour apporter ces expertises plus stratégiques et pas seulement financières, et créer cette espèce d'émulation tous ensemble. Donc board member indépendant, peut-être si tu peux l'expliquer. Donc c'est pas un board dans le board d'une start-up. Plus traditionnellement, on a une représentation en fonction de capital qui a été investi dans l'entreprise. Oui. Donc si le VC a investi un certain montant, il va pouvoir prendre une place au board. Ça fait partie de l'accord qui est négocié au moment de l'entrée au capital. Oui. Mais on peut aussi ajouter des personnes qui ne vont pas contribuer d'un point de vue financier, mais qui vont venir partager leur expertise et leur expérience, et du coup apporter ce côté-là au board. Et c'est vrai que c'est assez nouveau encore dans l'entrepreneuriat, ça se fait beaucoup dans les plus grandes entreprises, notamment, et on y reviendra, parce qu'il y a eu énormément d'efforts faits sur plus de diversité dans les boards et de parité, la loi Copé-Zimmermann en 2011. Donc ça a créé aussi ce besoin d'aller chercher des expertes dans ce cas-là, qui peut-être ne venaient pas des chemins les plus traditionnels. Et on commence à voir ce phénomène se répliquer aussi dans les boards des startups de la French Tech. Et personnellement, je pense que c'est extrêmement positif. Je sais pas, Céline, si tu veux ajouter, c'est super complet en tout cas ton retour, mais je sais pas si tu souhaitais... moi je suis 1000 fois d'accord, je pense que c'est un véritable savoir-faire de manager sa cap table tout le long de la vie d'une boîte, et effectivement on a besoin de partenaires différents à chaque moment, et savoir bien s'entourer d'un point de vue capitalistique, c'est vraiment clé. Je pense que les investisseurs peuvent aussi faire une grande différence et sont des soutiens de l'entrepreneur. Nous, on a eu la chance de pouvoir choisir nos investisseurs, et à chaque étape de choisir des profils et des personnalités différentes. Ancy, c'est le fonds Singular qui a investi chez nous, et on voulait absolument travailler avec Jérémy Raffi, c'était hyper important pour nous. On avait aussi plusieurs business angels et qui contribuent encore beaucoup aujourd'hui, par exemple Simon Davla de Batch qui nous aide énormément, Roxane Barza, enfin bref, on a une super cohorte d'entrepreneurs ou de figures de la tech qui vont nous apporter des compétences techniques mais vraiment précises. Simon, il nous a aidé sur aller chasser des développeurs iOS et Android par exemple. Enfin, Roxane, elle nous a aidé avec tel journaliste à avoir telle parution presse. Donc c'est des choses très très précises. Et puis donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se manage et où on doit être entouré. Par exemple sur la série A qu'on a fait, on est allé chercher des investisseurs qui avaient aussi déjà beaucoup investi dans le monde de la santé, parce que on veut être game changer et pas uniquement en Europe, et donc il nous fallait aussi ce type d'investisseurs-là à notre board. Et ça peut être aussi des investisseurs stratégiques. On a fait rentrer un consortium d'acteurs de la santé, donc notamment des groupes de cliniques ou d'hospitalisation à domicile qui sont rentrés au sein du capital de résilience, et ça nous permet aussi de déployer plus facilement notre solution. Donc c'est aussi une façon de commercialiser derrière, d'accélérer. Absolument. Et effectivement, on va aller chercher, comme vous dites, des investisseurs qui vont apporter quelque chose à son business, en règle générale, du conseil ou une expertise qu'on n'a peut-être pas. Question qui remonte, c'est quand on est peut-être moins connu que toi, Céline, aujourd'hui, ou troisième boîte qui se lance, peut-être, est-ce qu'on peut tous choisir ces investisseurs ou pas ? Il faut essayer, mais il faut être honnête, il faut essayer au maximum, évidemment. Après, la réalité, c'est que pour qu'une levée de fonds, elle se fasse, il en suffit d'un. Non, mais il suffit d'un, oui. Et moi, il m'est arrivé d'être dans des situations moins faciles, on va dire. Et donc, je pense qu'il faut aussi conjuguer avec ça. Mais je crois que c'est pas une question de ce que les investisseurs achètent, c'est pas le fame. Hein. Tu sais, on connaît bien le peu de succès du deuxième album, quoi. Donc, ça pourrait très bien m'arriver aujourd'hui. Non, mais et ça peut être une vraie question. Est-ce qu'on a autant la dalle ? Est-ce qu'on a autant de ressources, de temps, d'envie Donc, je pense qu'il faut être vachement décomplexé avec qui on est. Ce qui est important, c'est quel message on a envie de transmettre au monde et quel projet on porte. Et je pense que quand on est convaincu, on est convaincant, et que donc il faut la pertinence de son projet et de ce qu'on a envie de faire, c'est ça l'essentiel. Et se décomplexer un peu sur est-ce que j'ai déjà réussi ou pas, est-ce que je suis connue c'est ou pas pas. Un sujet, quoi, finalement. Il faut y aller
aller. Non, mais je peux pas mentir, c'est pas zéro, mais ça n'est pas la majeure partie, je pense, de la décision. Donc il faut foncer, quoi. Très bien. Et puis je pense qu'au-delà des investisseurs, et je vois aussi de plus en plus de boîtes qui font ça, même au tout début, quand on n'a pas levé des fonds, on peut créer déjà ces boards de façon un peu informelle, du coup, parce que c'est pas forcément des gens qui ont investi dans l'entreprise. Et c'est déjà un énorme atout d'arriver à s'entourer d'un certain nombre, et ça n'a pas besoin d'être un board composé de Xavier Niel et autres célébrités de la tech. Ça peut être des gens avec qui on a travaillé dans le passé, mais qui vont apporter ce regard extérieur, qui vont prendre le temps, je pense que ça c'est le plus important, et qui vont oser aussi nous challenger sur la façon dont on avance sur notre projet. Ça peut déjà être extrêmement utile, donc c'est pas toujours évident pour tout le monde dans toutes les situations d'avoir exactement les investisseurs qu'on veut, mais ça veut pas dire qu'on peut quand même s'entourer d'une instance qui va nous aider à un peu nous orienter. Ok. Et d'un point de vue, on parle souvent de réseau, peut-être, même de rejoindre des clubs quand on monte une boîte. Voilà, ça peut être quelque chose d'important. Est-ce que vous, à titre perso et puis via les boîtes que vous accompagnez, vous pensez que c'est important de faire partie justement de différents types de réseaux, et clubs privés ou pas, ou on peut réussir tout seul dans son coin je sais pas, votre avis là-dessus Moi, je pense que c'est fondamental. En fait, l'écosystème avance à un rythme qui est assez similaire pour toutes les entreprises. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire avec la mission French Tech. Donc, on a ce fameux programme Next 40 French Tech 120 qui consiste à avoir un account manager qui aide les entreprises sur toutes leurs problématiques avec l'État, administratif, légal, etc. French Tech Visa, il y a énormément de dispositifs. Donc ça, c'est énorme et je pense que ça apporte déjà énormément de soutien aux boîtes. Mais on essaye aussi de plus en plus que grâce à ce label, ce programme, on ait finalement presque un rôle de catalyseur où on permet aux entrepreneurs de se rencontrer parce qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes problématiques à différents moments. Et donc cette entraide, cette capacité à avancer sur les projets collectivement, d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, on dit que les entrepreneurs chassent en meute, c'est quelque chose qu'on essaye d'insuffler sur des sujets aussi compliqué que je suis en train d'ouvrir mes bureaux en Europe, le système d'incentive de BSPCE, donc de stock option pour les employés, comment ça fonctionne en Allemagne, en Angleterre, etc. Il y a forcément un CFO qui s'est déjà posé la question. Donc les mettre en contact direct, ça fait gagner énormément de temps. Ou avec quel acteur faire ma levée de fonds, mais aussi des sujets plus structurels. En ce moment, on fait des ateliers sur la parité. Qu'est-ce qui a marché dans telle entreprise ? Par exemple, on en parlait un peu tout à l'heure, mais tel CEO va pouvoir dire moi en fait depuis que j'ai mis dans mon agenda à 17h30 3 fois par semaine aller chercher mon fils à la crèche, mes employés sont beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir des enfants et d'avoir une vie perso. Finalement, le fait d'entendre d'un autre CEO du Next 40 ou du French Tech 120, donc de ce groupe d'entreprises, ah ouais, il a fait ça et ça marche, attends, en fait, je vais le faire demain, ça te fait gagner énormément de temps. Et ça, sur tous les sujets que tu peux imaginer. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille et qu'on essaye d'insuffler. Rencontrer, partager. Non, mais je pense aussi que c'est super important parce que rester isolé, il y a un moment où on tourne peut-être en rond, même en termes d'idées ou autres. Donc, il faut faire partie de ces réseaux. Céline, toi, c'est pareil, je pense, tu as des... Non mais carrément, moi j'ai été dans des incubateurs, j'ai été typiquement quand on a recommencé Résilience, Singular nous a proposé d'être dans leur bureau parce qu'ils sont dans un espèce de coworking et donc il y avait plein de startups différentes et tout, et je dis oui, c'est une évidence parce qu'en fait c'est ce qui va nous remettre dans le bain, nous challenger avec des gens qui ont les mêmes problématiques au même moment, comment on monte une boîte, comment on redémarre, comment on recrute un premier collaborateur, son stagiaire, voilà. Donc c'est évident qu'il faut être avec des gens qui vivent les mêmes choses au même moment, et ça peut être fait par plein de biais, ça peut être informel, ça peut être très formel via des réseaux qui existent comme le Galion, effectivement la team du French Tech 120 ou du Next 40, ou de façon plus large, juste l'écosystème tech en fait. Et on peut pas être seul, c'est impossible parce que sinon on n'est pas challengé, et en fait le challenge il est aussi hyper sain parce que on prend une idée et de gens qui sont différents de nous et qui nous permettent de grandir plus vite, quoi.
Et je pense que la solidarité dans l'écosystème de la French Tech est énorme. Il ne faut jamais la sous-estimer. Enfin, peu importe le stade de son entreprise ou les questions qu'on se pose, en tout cas, des gens que je côtoie aujourd'hui, que je vois, seront toujours ravis de dédier ne serait-ce que 5-10 minutes à aider un jeune entrepreneur à réfléchir à une question. Un jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'on a des problématiques tout le long de la boîte, pas qu'au début de son entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, d'assez fort dans l'écosystème français. On commence à avoir une génération d'entrepreneurs qui a déjà monté une boîte, 2 boîtes, qui a réussi, et tous ont envie collectivement de redonner de leur temps. Et du coup, il faut en profiter parce que c'est unique de pouvoir avoir ce genre d'opportunité. Bénéficier de ce type de conseils. Et donc, les entrepreneurs ont envie de partager, donnent de leur temps. Il ne faut pas hésiter à y aller. Est-ce que vous avez un mentorat, vous, à titre... ou plusieurs, peut-être. Des gens qui vous ont inspiré à un moment de votre vie, peut-être encore aujourd'hui. Moi, j'en ai plein. Enfin, je pense que... je dirais pas que j'en ai un, mais j'en ai eu plusieurs à plusieurs moments de ma vie professionnelle. On parlait de board members, par exemple, à l'époque de Litchi et Mangopé, j'ai eu 2 board members indépendants, Catherine Barba et Ronan Lemoyle, qui ont clairement été des mentors hyper importants pour moi, qui m'ont accompagnée pendant plus de 5 ans, presque 6 ans en tant que board member de Litchi et Mango. C'était hyper important. Tous les business angels qui ont investi dans Résilience sont chacun des mentors pour moi. Moi, je passe mes journées à écrire à mes pairs pour les solliciter et pour partager la réflexion. Et en fait, on avance tellement plus vite. Donc oui, évidemment. Et après, si je devais y avoir une personne, je dirais qui est plutôt en dehors du monde business et de la tech, je dirais que Mercedes Serra est quand même un de mes mentors, parce que femme exceptionnelle, à la fois extrêmement humaine, brillante. Voilà, à chaque fois que j'ai eu une idée de projet, que ce soit associatif ou professionnel, je vais la voir, je repars avec 3 coups de pied aux fesses pour aller plus vite, parce que j'étais pas assez ambitieuse et machin. Et voilà, et quelle chance extraordinaire. Et elle fait partie du board de Résilience. Elle est au comité patient de Résilience. Exactement. Okay. Et elle m'avait dit, mais comment je ne peux pas... Enfin, je suis obligée de te dire oui. À peu près la même réponse. Ce serait difficile de choisir un mentor. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et suivi depuis maintenant assez longtemps, notamment sur les grandes décisions, au moment où on veut changer de projet, au moment où on veut se réorienter, qui ont souvent été des gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, mais aussi, je ne sous-estime pas, et parfois c'est d'ailleurs un poids dans cet écosystème, mais le rôle de la famille et des amis proches. Qui peuvent être aussi des mentors finalement de par leur position, parce qu'ils te connaissent très bien, ils commencent à avoir une idée de qu'est-ce qui va être le mieux pour toi à ce moment de ta vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui sont formés à faire ça, parce qu'on les contacte plus par des relations amicales, ou parce que c'est ton conjoint, ou des gens avec qui tu évolues, mais qui finalement sont toujours de très bons conseils aussi, et sur lesquels j'ai la chance de pouvoir me reposer. Appuyer beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de développer plus sur cette partie perso, mais effectivement, à l'entourage, je pense que ce soit famille, conjoint ou autre... Non, mais moi, je veux quand même dire un petit point sur l'entourage, parce que c'est extrêmement important et fondateur. Et il faut un entourage, en tout cas, positif, et qui nous pousse. Non, mais franchement, il faut être honnête, c'est dur d'entreprendre, parce qu'on se prend des portes dans la gueule toute la journée. Moi, j'ai mon petit frère qui monte une boîte, et il y a quelques semaines, il était genre... il me dit c'est hyper dur et tout, et je dis ça y est, je crois que tu touches du doigt ce que c'est, parce qu'en fait ça c'est comme ça tout le temps. Mais la bonne nouvelle, exactement, welcome, c'est que now you know. Et en fait on a besoin d'un entourage qui est hyper un soutien, quoi, qui te dit allez vas-y, oui c'est pas grave, ok là t'as raté la marche, mais demain tu recommences et puis tu vas y arriver. Donc ça c'est vraiment presque le plus important, quoi, finalement. Dans tout ce qu'on a déroulé, l'entourage, c'est pas la clé aussi, quoi. C'est pas la compétence, je pense que c'est le soutien émotionnel, psychique, parce qu'en fait ça nous donne des ailes, quoi. Super. Non, merci pour vos partages là-dessus. Je pense que notre audience a eu en tout cas beaucoup d'infos et va pouvoir se lancer comme il se doit. On va basculer vers une rubrique de l'émission qui s'appelle Allô Maître, où nous avons Maître Édouard Terré qui va nous parler du pacte d'associés, justement.
je vais vous présenter le pacte d'associés. Est-ce une flûte de Pan ou un véritable ciment de l'association ? C'est quoi ? C'est un document qui, déjà, n'est pas obligatoire. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai dit lors des précédents épisodes, quand on constitue sa boîte, d'abord on écrit les statuts. Et les statuts, c'est ce qui va fixer les différentes règles entre associés sur l'organisation de la société, sur aussi les différents rôles des différents mandataires sociaux. Un président, un directeur général, etc. L'inconvénient des statuts, c'est que c'est un document public, que tout le monde peut aller trouver sur Internet, sur votre boîte. Donc il y a pas mal de règles qu'on peut avoir avec ses associés qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde connaisse. Et c'est pour ça qu'on va écrire des documents qui sont confidentiels, et ça, c'est les pactes d'associés. Le but d'un pacte d'associés, du coup, c'est de venir soit préciser des parties qui ne sont pas dans les statuts, soit carrément, voire sur certaines parties, d'y déroger un petit peu. Donc première partie qu'on va trouver dans un pacte d'associés, c'est l'administration de la société. Donc l'administration de la société, vous le savez, il y a des mandataires sociaux, des personnes qui figurent au CABIS et qui représentent la société. Donc ça, c'est public, tout le monde le sait. Par contre, on peut dans un pacte d'associés encadrer les pouvoirs de ces personnes-là. Pour les encadrer, il y a différentes façons de faire. C'est soit on peut créer un autre comité ou un board qui a une sorte de pouvoir de surveillance sur ce mandataire social, ou bien alors on peut directement fixer un cadre avec des limitations de pouvoir, au-delà desquelles on va devoir aller consulter, sinon l'Assemblée Générale des associés. Les autres éléments qu'on va pouvoir fixer dans un pacte d'associés, c'est des clauses qui sont hyper importantes, du type, les différents associés, ils s'engagent à dédier l'intégralité de leur temps au business de la société, donc ça c'est une clause d'exclusivité, mais on peut aussi avoir des clauses de confidentialité et de non-concurrence, si jamais après je quitte cette association et je quitte la société. Le deuxième gros volet des clauses qu'on va retrouver dans un pacte d'associés, ce sont des clauses qui vont plutôt toucher au transfert de titres entre les associés. Donc qu'on entende par là, c'est de dire, les premières clauses qu'on va trouver, c'est qu'est-ce qui se passe, donc j'ai un associé 1 et un associé B, l'associé A veut céder ses titres, est-ce que l'associé B a la priorité pour acheter ses titres ou pas ? Donc ça s'appelle un droit de préemption. C'est possible d'en intégrer soit de façon statutaire, soit directement dans un pacte d'associés. Et quand on a une multitude d'associés, on peut même mettre des rangs, c'est-à-dire l'associé C est prioritaire en cas de rachat du A, le D est prioritaire sur le B, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sur mesure, et c'est important aussi de préciser, c'est que n'écoutez pas forcément ce que vous disent vos potes, ouais, dans mon pacte j'ai la clause A ou la clause B, c'est que chaque pacte est unique et dépend véritablement de la volonté d'association entre les différents associés. On va pouvoir aussi trouver d'autres clauses qui sont importantes, même très importantes, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si demain il y a un associé majoritaire qui reçoit une offre pour vendre plutôt 100% de la société. Est-ce que cet associé majoritaire a le droit de forcer les minoritaires à vendre ou pas ? Donc ça, c'est des clauses qui sont hyper importantes parce que si jamais, imaginons, vous avez un associé minoritaire qui détient 1% et qui bloque toute la cession de la boîte, vous êtes mal barré parce que généralement, quand quelqu'un cherche à acheter une société, c'est 100%, c'est pas 99%. Et donc ça, c'est, on va dire, sur les pactes assez classiques entre fondateurs. Et après, on va pouvoir trouver également des pactes un petit peu plus spécifiques où on va avoir des pactes avec les investisseurs. Où là, on va avoir des clauses qui sont qu'on retrouve dans tous les pactes investisseurs, notamment sur la liquidité. C'est de dire, l'investisseur rentre dans le capital de la société, mais quel est d'ores et déjà son horizon de sortie et quelles vont être les modalités de sa sortie. Le pacte d'associés, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un contrat de mariage entre les associés. Le but, généralement, franchement, on le rédige, on le négocie, mais le but, c'est de ne pas le sortir. C'est-à-dire, il reste dans le coffre-fort et on ne le sort que si jamais il y a un problème. Voilà. C'est quand même un document qui est très important et qui va sécuriser les relations entre associés. Donc je vous invite forcément, dès lors qu'il y a plusieurs associés dans la société et que la société fonctionne bien, à en contractualiser. Welcome back, merci.
Si vous avez des questions à poser à Édouard, n'hésitez pas, il est dans le chat pour répondre à toutes vos questions au sujet du pacte d'associés. On va lancer le deuxième sujet. Et quel sujet? Place des femmes dans la tech. On sait que c'est un sujet qui revient souvent, mais il y a encore tellement de choses à dire et à partager, donc je suis super contente d'être là avec vous. En plus, on est sur un plateau 100% féminin. Ce n'était pas, ce n'était pas prévu, mais très très bien. Et peut-être avant de démarrer, de vous poser des premières questions. Nous, c'est vrai qu'il y a un constat qui a été assez flagrant quand on a lancé justement le Backpacker. Donc, je vous disais, 9 épisodes. On a contacté pas mal de CEO de boîtes. Et il y a beaucoup de femmes, mais on a eu énormément de non-réponses ou des femmes qui ne souhaitaient pas non plus se mettre dans la lumière. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Céline, toi tu te définissais et tu es activiste. Tu as participé à monter le collectif Sista, et d'ailleurs on diffusera juste à la fin de cette rubrique la vidéo. Génialissime. Ah ouais. Allez, dingue, franchement magnifique. À la fin. Clara, au sein de la mission French Tech, j'imagine que tu portes également énormément de sujets liés à l'entrepreneuriat au féminin. Peut-être une première question qui me remonte, alors elle est très complète. Donc les femmes sont sous-représentées dans le secteur du numérique. Je pense qu'il y a une étude que vous connaissez, selon un rapport publié par l'association France Numérique en 2020, 23% seulement de femmes dans la tech. Et dans l'entrepreneuriat, justement, c'est baromètre Sista 2020, c'est pas dingue, puisqu'on est à 80% d'élevés uniquement, pour des équipes 100% masculines. Question peut-être pour toutes les deux, si vous avez 3 actions impactantes ou des actions en tout cas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à recommander sur quoi, Il y a plein de lieux différents. Alors tu parles il y a peu de femmes qui ont répondu par la positive à l'interview. Oui, parce qu'effectivement, pour des raisons éducatives, structurelles, on est moins à l'aise à prendre la parole, moins à l'aise à se mettre en avant. Les femmes parlent souvent du syndrome de l'imposteur, plus que les hommes, c'est une réalité. On est moins poussé à parler de nous, et donc oui, il faut sûrement insister un peu plus. Donc mon conseil simple, ce serait de prendre le temps de prendre un café, passer un coup de fil, expliquer pourquoi ça peut être aussi utile pour l'entreprise, que c'est pas quelque chose qui est fait pour son ego, mais qui est aussi pour rendre à l'écosystème, et qu'on va apprendre plein de choses en discutant, en échangeant, etc. Donc oui, il faut y passer un peu de temps. Après, je pense que de façon générale, c'est important de comprendre ses biais, que ce soit pour un dirigeant, que ce soit pour un investisseur, que ce soit pour un recruteur. L'université d'Harvard a mis en ligne des tests de biais implicites qui sont assez passionnants. Ça se fait en 5 minutes, ça peut être fait sur plein de thématiques différentes, le genre, la sexualité, la religion, l'origine ethnique, et donc notamment sur le genre, il y a 2 tests qui nous permettent de savoir à quel point on a un biais ou pas. Et on a tous un biais, moi j'ai un biais, chacun a un biais, c'est l'organisation de la société qui est comme ça et qui nous fait comme ça. Mais ça nous permet de comprendre que oui, quand quelqu'un rentre dans la pièce, que je suis investisseur, et si c'est une femme, si c'est quelqu'un qui est un peu différent du profil classique de l'entrepreneur, je vais penser peut-être quelque chose qui n'est pas une réalité, mais qui m'a été inculqué et que je dois combattre. Donc voilà, évidemment, c'est féminiser les investisseurs, parce que je pense que ça, c'est très important, et notamment, effectivement, le baromètre Sista l'a montré, pour qu'il y ait plus de femmes qui soient financées, il faut qu'il y ait plus de femmes investisseurs. Et quand on parle de femmes investisseurs, ce n'est pas que la CFO ou l'office manager, c'est aussi la personne qui décide de l'investissement. Et donc ça, je pense que les fonds l'ont bien compris, féminisent leurs équipes. Mais parfois disent « Ah oui, mais il n'y a pas les profils au niveau partner, alors on va les prendre plutôt au niveau junior ou associate. » Il faut chasser ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Singular, c'est un bon exemple. Ils sont 2 fondateurs, et ils sont 5, et les 3 autres profils sont des femmes. Et dans les partenaires, il y a une femme qui venait de chez Deliveroo et qui venait du marché UK. Donc il faut aller aussi chasser dans d'autres écosystèmes et secteurs d'activité. Et si elle a la tête bien faite, elle saura
assez vite comment on fait un investissement et donc peut prendre un poste de partenaire. Donc il faut un peu ouvrir ces chakras. Et puis je pense que dans un terme plus large de recrutement, que ce soit pour un recruteur ou un dirigeant ou une dirigeante, bien sûr, il faut avoir des process de recrutement non genrés, ça s'apprend, il faut avoir systématiquement un candidat et une candidate à minima, il faut avoir des annonces qui soient non genrées, il faut avoir plusieurs personnes qui font passer des entretiens et pas que un homme ou etc. Voilà. Donc tout ça s'apprend, ou 3 hommes effectivement. Donc ça s'apprend et ça permet de féminiser l'écosystème, de féminiser les salariés à tous les postes de l'entreprise et puis évidemment les entrepreneurs et les investisseurs. Super, non, c'est assez complet, hein, comme tu dis, c'est à tous les niveaux de la boîte, d'ouvrir ses chakras, d'aller sur d'autres secteurs d'activité, effectivement, pour chasser des profils qui pourraient rejoindre le secteur de la tech. Clara, je ne sais pas si tu... Oui, je pense que de par ma position, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'écosystème, en tout cas de la French Tech, c'est que il y a à la fois énormément d'avancées qui ont été faites de par l'État et le régalien, la mise en place de lois. On a parlé de Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration, la loi Rixin qui vient notamment imposer ces quotas de femmes investisseurs à la BPI, qui est la Banque publique d'investissement. Donc c'est plus facile d'imposer des quotas, mais aussi dans les comités dirigeants des entreprises. Donc ça, c'est vraiment l'échelon. Il y a les conseils d'administration, mais aussi vraiment le management de l'entreprise pour les très grandes entreprises aujourd'hui. Mais ça va certainement évoluer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un écosystème où finalement l'écosystème lui-même a aussi démontré qu'il a le pouvoir de faire changer les choses. Céline parlait tout à l'heure du Parental Act. Je pense que c'est le plus bel exemple de comment est-ce que les entrepreneurs ont su se saisir d'une question et finalement l'imposer aux régaliens, parce qu'avec tout l'engouement, le soutien qu'il y a eu autour de cette initiative, et je ne peux que être extrêmement reconnaissante que tu l'aies portée, Céline, mais c'est devenu une loi. Donc il y a vraiment ce potentiel aujourd'hui de faire bouger les choses dans le secteur privé, ensuite, et de pouvoir le faire bouger pour le reste de la société. Donc c'est énorme comme pouvoir quand on y pense. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce sur quoi on travaille avec ces fameux ateliers parité dont je parlais tout à l'heure avec le Next 40 French Tech 120, de se dire à tous les niveaux qu'a dit Céline, qu'est-ce que nous, entreprises, enfin plutôt elles, entreprises aujourd'hui, du CAC 40, du Next 40 French Tech 120, on peut mettre en place de très concret, qui va insuffler une nouvelle dynamique et qui derrière pourra vraiment entraîner tout l'écosystème. Donc attirer plus de femmes dans les métiers de la tech, parce que oui, il y a 23% de femmes dans le numérique, mais il y a dans les métiers techniques, dans les formations techniques, même 10% de femmes ingénieurs, développeurs. Donc il faut arriver à attirer plus de gens dès le début. Peut-être qu'on peut faire une semaine de troisième de stage où on s'engage, toutes les entreprises du French Tech 120 Next 40, à accueillir une stagiaire de troisième dans une entreprise de la tech pour commencer dès le plus jeune âge à sensibiliser sur ces métiers. Ensuite, il faut les accueillir dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer un environnement plus inclusif, pour promouvoir ces femmes, du mentorat sur les biais inconscients dont on parlait, du mentorat sur prendre des postes de direction, prendre confiance, oser se mettre en avant. Donc il y a un truc concret, par exemple, qui a été discuté, c'est est-ce qu'on ne forcerait pas au sein de l'entreprise une certaine parité dans les prises de parole internes, pour aussi montrer en interne que oui, on peut porter la voix de l'entreprise en étant une femme, et que du coup les gens arrivent à se projeter. Cette idée du rôle modèle est extrêmement important. Et puis enfin, tous les sujets liés à la parentalité. On est dans un écosystème qui va très vite, où il y a souvent des problèmes d'organisation, parce que quand on passe de 0 à 20, à 30, à 100, 200, 900 employés, forcément l'organisation évolue à toute vitesse, et donc dans lesquels il peut être un peu déroutant d'arriver à concilier parentalité et développement professionnel. Donc là aussi encore, il y a plein de choses à mettre en place qui peuvent devenir une vraie dynamique. Et c'est ça, je pense, la force de la French Tech aujourd'hui, c'est de se dire collectivement sur quoi on va avancer et comment est-ce qu'on entraîne les autres. Non, et ce qui est assez puissant, comme tu dis, c'est que des choses qui peuvent être impulsées depuis le privé et se transposer à une échelle, tu parlais du régalien, un niveau légal, c'est quand même assez dingue. Donc il faut
voilà, pas hésiter à s'engager et on peut faire bouger des choses. Nous, c'est vrai qu'on connaît, il y a des formations, je crois que vous connaissez aussi Adatech. Bien sûr, j'ai investi avec Chloé Hermary. Nous, on est partenaires également et on coproduit d'ailleurs une émission avec Adatech qui s'appelle Green Code. Et en l'occurrence, c'est vrai que cette école inclusive a pour des objectifs, c'est justement de féminiser la profession, notamment sur les métiers du dev, et c'est vrai que c'est top. Il y a aussi la directrice de l'école 42, Sophie Vivier, qui a fait un travail incroyable de féminisation. Je crois qu'ils sont passés de 10% à 40% de femmes, et encore une fois par des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui en fait font vraiment la différence. Par exemple, une des mesures qu'elle met tout le temps en avant, c'est tolérance zéro aux propos discriminatoires. Parce que, et c'est pareil en entreprise, t'es une femme développeur, t'arrives dans une équipe où il y a 30 hommes, forcément il y a un biais. Mais il y a un biais qui est même pas sexiste, il y a juste un biais de... Enfin, quand t'es une minorité dans un groupe, forcément il y a une façon de penser qui est celle de la majorité. Complètement. Et donc elle a mis en place des règles très claires sur... comment mettre en place des comportements beaucoup plus inclusifs. Et ça a fait des vraies différences. Donc c'est possible, et c'est quelque chose qui ressort de ces ateliers. On publiera un rapport prochainement, que du coup je serais ravie de vous partager, sur ce qui est sorti de tous ces échanges. Quelque chose qui revenait tout le temps, c'est de se dire, au début, quand on a réfléchi à ce sujet, on est des entreprises jeunes, on est des startups, on a tous entre 25 et 35 ans, c'est bon, mixité, parité, on est sensibilisés. Mais en fait, c'est quand tu commences à vraiment prendre conscience de la question et à te dire, est-ce que finalement on est aussi paritaire ? En fait, dans mon comex, j'ai 9 hommes sur 9. Oh oui, pas vraiment. Et puis mes managers, non plus. Et que là, tu te dis, ça doit rester. C'est ce que tu disais en introduction. Malheureusement, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Mais si on n'en parle pas, les choses n'avancent pas. N'avancent pas, complètement. Donc il faut que ça soit actif, proactif, et que ça soit vraiment un sujet qu'on traite à part entière. Complètement. Et je rebondis sur la partie board que tu viens d'aborder. On a une question qui nous est posée justement. Est-ce qu'il faudrait pas imposer la parité dans les boards pour que l'organisation opérationnelle suive? C'est une question qui revient aussi. Mais c'est ce qui a été fait pour les entreprises cotées avec la loi Copé-Zimmermann en 2011. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est un des premiers pays au monde en termes de pourcentage de femmes dans les boards, les conseils d'administration des grandes entreprises. La loi imposait un quota de 40%, on l'a dépassé. Aujourd'hui, on est à 46%. 43%, oui, tu as raison. Et c'est vraiment un record. On est dans les top 3 pays mondiaux en 10 ans. Donc oui, c'est possible, c'est faisable. Quand on se met les objectifs, on y arrive. Et les entreprises ne se sont pas cassées la gueule. Non, tout va bien. Tout va bien, t'as raison. Tout va même mieux, je pense. Malheureusement, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y avait un peu et la députée Rixin qui a mené le projet de loi sur l'égalité homme-femme qui a été voté en décembre, on parle très bien. Il y avait un peu cet espoir en 2011 de se dire on commence par les conseils d'administration, puis ça va ruisseler. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Il y a toujours, il y a à peu près 30% de femmes dans les comités, dans les instances dirigeantes, donc les COMEX. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté d'aller plus loin et cette fameuse loi Rixin impose dès les années à venir des quotas progressifs, donc 30 puis 40% de femmes dans les COMEX des entreprises qui ont plus de 1000 salariés en France. Donc ça reste un relativement petit nombre d'entreprises aujourd'hui, mais c'est un vrai début et c'est quelque chose dont on peut s'inspirer pour toutes les boîtes. Bon, pas mal d'initiatives quand même qui sont plutôt encourageantes et ça c'est top. Une dernière question que je vais vous poser, c'est, donc on nous dit à une certaine époque, pas si lointaine, être une fille dans la tech était presque un acte militant. Avez-vous la sensation que cette époque est révolue et qu'on arrive enfin à la normalité? Et en plus, background technique, alors là, je te laisse. Je sais pas si on arrive à la normalité, mais... Pas encore. Il y a encore du chemin à faire. C'est beaucoup mieux et on en discutait informellement tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de figures féminines de la tech. Et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je regardais Catherine Barba avec des grands yeux. J'avais l'impression que c'était la femme du digital et j'avais envie d'être comme elle. Je voulais essayer. Et voilà. Donc ça, quand même, ça se normalise un petit peu. Mais on n'est pas encore... Enfin, voilà, il y a une femme au sein du Next 40. Je ne sais pas combien elles sont au niveau
du French Tech 120, mais 14. voilà. C'est quand même le double par rapport à l'année dernière. Mais... Ah ouais, pas mal. Mais bon, mais reste 14 sur 120. Non, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Donc je pense qu'il faut se féliciter, mais il faut pas s'arrêter là. Et il faut vraiment se tendre la main, parce qu'en fait, je pense que les hommes entrepreneurs qui réussissent doivent tendre la main aux femmes entrepreneurs et les drainer, les amener avec eux, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence, et c'est cette solidarité, et tout le monde en sera plus riche. Et donc c'est un travail et un effort collectif, et la mixité, elle est source d'innovation, elle est source de richesse, et donc c'est pas quelque chose pour les femmes. Par exemple, la loi sur le congé paternité, moi il y a plein de gens qui me disent « Ah, merci pour les femmes », mais non, c'est pas merci pour les femmes, c'est merci pour la société, c'est pour nos parents, pour nous parents, mais pour nos enfants évidemment. Le lien parent-enfant, il se crée dans les premières semaines de la vie. Si le père est absent ou le deuxième parent est absent, et ben c'est pour la vie. Donc je pense que c'est collectivement pour la société. Et le discours, que ce soit de Sista ou de façon générale féministe, c'est pas un discours contre les hommes, c'est un discours pour une société qui est moins toxique, où chacun a sa place. Et en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est l'égalité des chances. C'est de pouvoir être ce qu'on a envie d'être et de faire ce qu'on a envie de faire. Le reste, on s'en fout, c'est pas une question de genre. Bon, on va terminer sur t'as raison, vous avez raison, hein, c'est un sujet de société, il faut qu'on continue de le porter, et ça avance plutôt dans un très bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas, l'impression de nos générations, c'est qu'on est plutôt avec aussi bien des hommes que des femmes qui œuvrent pour aller dans ce sens-là. Enfin, mais merci pour vos retours. Et on va vous diffuser, je vous parlais de la vidéo Sista, juste avant la vidéo Sista, parce qu'on a pris un petit peu de retard. On va démarrer par la Minute RH. La Minute RH, qu'est-ce que c'est? Avant qu'on lance le jingle, Clara et Céline vont pitcher chacune en 30 secondes un job chaud bouillant pour voir dans leurs équipes. Je laisse le jingle. Nous sommes de retour. Je vais laisser la parole. J'inverse. Clara, je te laisse la parole pour démarrer. Donc je crois qu'il y a surtout des gens qui ont plutôt une fibre entrepreneuriale qui nous écoutent, mais si vous avez envie de découvrir l'écosystème en entier et du coup de prendre un peu cette hauteur de vue, on a en ce moment, et que vous êtes encore en études ou sortis d'études, on a eu la chance de recruter beaucoup de gens à la mission French Tech, donc on n'a plus de postes ouverts à temps plein, mais on a énormément de stages sur tous les domaines. Ça peut être accompagner une boîte du Next 40, French Tech 120, et donc voir tout l'intérieur de comment ça fonctionne, la communication, tout le déploiement de nos programmes, notamment sur la mixité dans les territoires. Donc n'hésitez pas, parce que je pense que je le conseille à tout le monde, ça fait que 6 mois que je fais ça, mais de pouvoir avoir la chance de faire ce pont entre le privé et le public, c'est assez exceptionnel et extrêmement enrichissant. Donc on serait ravis de vous accueillir. L'appel est lancé. Si vous souhaitez contacter Clara, n'hésitez pas, d'autant plus pour ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous dans les locaux. Elle sera avec nous cet après-midi. Ah oui, c'est vrai. Céline, à toi de jouer. Alors chez Résilience, on a une 20aine de postes ouverts. Vous pouvez les retrouver sur Welcome to the Jungle en tapant Résilience. Je voudrais vous parler d'un poste en particulier, c'est celui de CRM Manager, qui est un poste hyper important parce que c'est définir le parcours du patient et du soignant, que ce soit au niveau du CRM, email ou notification. Donc c'est vraiment un job fondateur. Donc si vous avez envie de rejoindre une entreprise dont les valeurs sont l'humilité, l'excellence et la confiance, et de changer le monde, venez nous rejoindre. Waouh. Voilà. Difficile de faire mieux. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour votre participation à l'émission. C'était un plaisir de vous avoir. J'annonce les prochains rendez-vous du mois, et puis on vous diffuse la vidéo, parce qu'on vous l'a promis. Elle va être diffusée. C'était pas une fake news, promis. C'est que je vois des signes qu'on me fait à côté. Prochain rendez-vous, du coup, la semaine prochaine, l'after produit, où nous recevrons la société October, du coup, les équipes produits d'October. La semaine d'après, nous aurons le portrait de Véronique Morali. Voilà, Véronique Morali, un grand nom, notamment puisqu'elle gère la société Webedia, et elle fait bien sûr partie du directoire de Fimalac. Donc on passera un petit peu de temps pour en savoir plus sur son parcours. Et puis le prochain backpacker, où on parlera culture d'entreprise avec Alan et
Mathieu, Stéphanie, que vous connaissez, je crois, toutes Bien les deux. sûr. Merci encore. C'était un super moment. Je remercie la régie également. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Vous n'êtes pas stressé? Non. Si. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Ah oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric O, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un? Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop, en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur? Je doute. Pourquoi? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, pas tous les hommes sont doux. On est tous doux, bah Ah oui. Le mot doux ne doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas... Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas... Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. Je lis le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustinus Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris? Bah non. Pas petite salutation au soleil à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça? Non. Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif? Est-ce qu'en tant que féministe, on reproche d'être trop agressif? Ben, on vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On me reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi répondre à C'est pas mal. C'est la répétition, en fait, qui est un peu agaçante.